Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver et de pouvoir vous compter parmi les participants de ce nouveau webinaire Advances, donc sur le thème du manager nouvelle génération. Ce webinaire manager nouvelle génération est en fait un avant-goût d'un parcours de formation que nous dispensons depuis quelques temps, qui a été conçu pour les managers finalement qui souhaitent réinterroger des croyances en matière de management. Alors, bien entendu, on ne va pas aborder l'ensemble des thématiques que nous abordons lors du programme et nous avons le choix de nous concentrer, nous avons fait le choix de nous concentrer sur 4 thèmes qui vont nous occuper sur le temps d'une demi-heure à 3/4 d'heure, à savoir comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent d'organisation. Donc, on va partir d'en haut de l'organisation, donc c'est un thème qui est important, et de se reposer la question un petit peu de savoir qu'est-ce qu'une organisation, pour bouger et puis pour accepter les changements qui s'imposent à nous dans les organisations également. Ça va être de briser les mythes et les croyances qui nous portent depuis que nous sommes salariés ou dirigeants, enfin depuis que nous sommes dans le monde du travail. Voir également comment manager les paradoxes, parce que finalement, ces changements d'organisation, ce changement de style de management, ce n'est pas si simple. Et nous subissons des injonctions qui sont parfois un peu paradoxales, parfois proches de ce qu'on pourrait qualifier un peu de comportement schizophrène. Voilà, donc savoir un petit peu comment nous pourrions nous adapter à ces changements et appréhender au mieux le travail en équipe. Et finalement, s'appuyer sur le mode atelier, le mode workshop, pour réfléchir à savoir comment on pourrait développer finalement l'agilité et l'engagement de nos équipes. Donc, l'objectif global du parcours que nous avons conçu chez Advances est à la fois d'acquérir des compétences, bien sûr, des connaissances en la matière, mais surtout développer des capacités qui sont liées à l'action, à l'apprentissage, et puis finalement de développer un nouveau style de management, s'approprier son propre style de management, développer son propre style de management, un style de management que on envisage bien plus efficace, finalement humain et porteur de sens. Donc, pour débuter, la première thématique que j'ai évoquée avec vous, c'est savoir comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent. Donc, pour cela, nous nous appuyons sur des travaux d'un monsieur qui s'appelle Claire Graves, qui est un contemporain de Maslow. Et finalement, tous ces étudiants, tous ces élèves ont repris la suite de ces travaux pour arriver à une synthèse très intéressante qui a été réalisée par Ken Wilber et Jenny Wade. Et on le verra aussi par la suite adapté finalement aux organisations à travers un ouvrage qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui nous a permis d'accéder à ce type de savoir. Sachant que finalement, si on parle d'humanité et si on regarde aussi loin qu'on a des traces de l'humanité, ils se sont aperçus, ces chercheurs, que l'humanité avançait par bond. Donc, il y a différents types de chercheurs qui ont regardé et qui ont amené à cette synthèse, qui ont regardé le développement de l'humanité à travers le prisme de la conception du monde, des capacités cognitives, des valeurs, du développement moral, du développement d'une identité personnelle, de la spiritualité également, puis du leadership. Et pour arriver à ce type de modèle, pour s'apercevoir que finalement, que ce soit l'humanité ou que ce soit les individus et par extension, on le verra par les organisations, nous avançons par bond. Donc le stade le plus bas, ça serait un stade dit beige, puisque Ken Wilber et puis peut-être en son temps aussi Claire Graves avaient fait le choix de prendre des codes de couleurs qui nous suivent dans beaucoup d'outils de ce type aujourd'hui. Et donc, le stade beige, qui est un stade de survie, où on est plutôt dans un mode instinctif, automatique. Le stade violet, qui est un stade de sécurité, où on est plutôt dans une posture magique, tribale. Le stade rouge, qui est un stade où
on va être plutôt sur un développement du pouvoir, impulsif, égocentrique. Le stade bleu qui définit l'ordre, l'obéissance, la règle. Le stade orange, la compétition, le succès, le matérialisme. Et le stade vert, l'harmonie, le relativisme, relativiser les choses, le communautarisme, et on commençait à envisager les choses dans son ensemble pour passer du premier cycle. Donc, on a 6 couleurs, 6 stades qui encadrent ce premier cycle qu'on vient de voir. Et quand on passe au deuxième cycle, finalement, on passe du nous, enfin de l'être, à regarder son environnement avec une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus systémique, avec le stade jaune, où on est dans un stade qui est dit intégratif, où on est dans l'acceptation, où on regarde également l'humanité dans son ensemble, l'environnement dans son ensemble, et on est dans un stade d'acceptation, c'est-à-dire qu'on commence à reconnaître et à accepter le fait que nous sommes passés par les 6 stades précédents, et que dans certaines conditions, comme par exemple ce qu'on a connu depuis 2 ans avec le coronavirus, on peut pour un temps repasser sur un stade inférieur. Et un stade qui émerge aujourd'hui, qui est un stade plus global, plus holistique, plus réaliste, où les gens rentrent en communion. Donc, vous avez peut-être vu que notre spirale, puisqu'en fait, on parle aujourd'hui de cet outil qui s'appelle la spirale dynamique, si vous voulez l'explorer. En fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on va passer les stades, chacun de ces stades alterne des stades où parfois on est centré sur l'individu, sur le jeu, et des stades où on est centré sur le collectif, le nous. Donc ça, c'est un mécanisme en observant les différentes dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure qui nous permettent de comprendre ceci. Je vous parlais de Frédéric Laloux, qui a, sur la base des travaux de Ken Wilber, notamment et Jenny Wade et puis d'autres auteurs, adapté ce modèle au modèle organisationnel pour voir que de la même façon, et il a gardé cet esprit des codes de couleurs, nous allons passer d'un stade impulsif, qui est dit rouge, qui est le premier des stades dans l'organisation et dans les entreprises qu'on a pu développer, qui a eu 2 grandes avancées, qui est la division du travail et la hiérarchie. Excusez-moi, il y a une coquille, donc c'est la hiérarchie pour le pictogramme du bas. Division du travail et hiérarchie, finalement, on regarde dans les organisations d'aujourd'hui, ce sont encore des modes que l'on retrouve, notamment dans la mafia, dans les gangs. Donc, c'est un style organisationnel qui est peut-être déplaisant aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est en étant passé par ce mode d'organisation qu'on a développé cette division du travail et puis cette hiérarchie qui nous sert et qui nous a servi de nombreuses années. Le stade suivant, ça va être un stade un peu plus traditionnel où on a développé des éléments techniques. On se rappelle un petit peu de la division scientifique du travail, du taylorisme, qui est un stade dit traditionnel. C'était le management classique, l'école classique du management, où avec les différentes itérations et les différentes avancées, on a commencé à travailler sur des processus qui sont reproductibles, avec un mode de standardisation, un mode d'industrialisation qui permettrait de répéter des tâches, des gestes de façon assez récurrente, assez fréquente, et en s'assurant d'avoir un type de résultat qui était toujours le même. Et également, par la complexification des organisations, lorsqu'on passe d'une structure simple à une structure fonctionnelle, à une structure divisionnelle, petit à petit, on a des organigrammes stables qui se sont développés. Donc ça, ce sont des styles d'organisation qu'on retrouve encore aujourd'hui, par exemple dans l'armée, qu'on retrouve également dans les monastères, ce genre de choses, où on a des modes de travail qui sont bien écrits, assez mécanistes, on a des organisations qui sont stables, donc on ne conteste pas les niveaux hiérarchiques et chacun sait ce qu'il a à faire, où on a bien défini la mission du groupe, de l'organisation qui est regardée. Cette mission va être déclinée en activités, qui elle-même va être déclinée en tâches, qui vont être déclinées en méthodes pour essayer d'avoir une harmonisation des méthodes et des pratiques, et puis également la mise en place d'un certain nombre de procédures pour faciliter la coordination.
Donc, ce stade traditionnel donc, qui a développé ce processus reproductif et l'organigramme sont encore des traces que l'on retrouve aujourd'hui dans nos organisations et qui nous ont permis d'évoluer. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on évolue d'un stade à un autre, hein, comme on a pu le voir également dans tout à l'heure la spirale dynamique, excusez-moi. Je suis désolé, évidemment, c'est qu'on ne s'y attend pas. Donc, à chaque fois qu'on passe d'un stade à un autre, en fait, on garde les avancées du stade précédent. Donc, le stade suivant, qui est le stade orange, le stade de la réussite, hein, et qui est globalement, pour une bonne part, hein, le stade où on se trouve aujourd'hui dans les organisations, avec ce désir d'innover en permanence, ce désir d'avancer en se disant qu'aujourd'hui, si on n'innove pas, on est mort globalement demain. Donc, il faut s'améliorer en permanence, trouver de nouvelles innovations, trouver de nouvelles façons de faire. Il y a également le sens, une innovation, une avancée importante qui a été la responsabilité. C'est qu'on a commencé à définir également des objectifs individuels. Hein, et ce stade orange, ce stade de la réussite, finalement, c'est le stade du management par objectif. Et c'est à ce stade-là qu'ont été inventés tous les outils qu'on retrouve aujourd'hui dans les organisations, qui sont à la fois des outils RH, des outils de pilotage avec les tableaux de bord, et ce genre de choses. Et on a développé également une grande avancée qui était la méritocratie, alors que dans le stade précédent, finalement, à travail égal, on avait un salaire égal. Dans le stade orange, on a développé la méritocratie avec une orientation vers des primes individuelles. Voilà. Le stade suivant, qui est le stade vert, qui est le stade dit pluraliste, et où on va travailler sur globalement l'aplatissement des organisations. C'est ce qu'on perçoit lorsqu'on entend ces ouvrages qui sont sur l'entreprise libérée, où on va développer une forme d'autonomisation, de prise en charge et de prise en main de certains objectifs, le développement du travail en équipe, le développement du travail en réseau, où finalement on est maître d'un objectif et on est maître des moyens qu'on en va engager pour atteindre cet objectif, avec une forte culture des valeurs de l'équipe, du groupe, du réseau qui s'est constitué, et également un respect des parties prenantes. Donc on parle des respects des parties prenantes. Ce n'est pas forcément le respect des actionnaires, parfois bien au contraire, mais c'est de considérer que finalement, l'ensemble des parties prenantes, à la fois les salariés, les fournisseurs, les clients, constituent un énorme réseau et qu'il faut soigner et s'occuper de tous pour que finalement le système fonctionne. Voilà, donc c'est une évolution. Lorsque on se déplace dans les organisations, on voit que dans l'organisation, dans son ensemble, ou même dans les services, on voit que parfois il y a des pratiques et puis il y a des stades de développement des équipes qui les situent sur l'un de ces stades. Et notre travail aujourd'hui également, c'est d'essayer de les aligner avec les enjeux et les exigences qui sont les leurs et les aligner avec leur environnement quelque part et les attentes de leur environnement. Donc, pour ces différents stades, si on prend un seul exemple que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, qui serait l'exemple de la rémunération et de la prime, par exemple, dans le stade rouge, sur ce sujet, on serait plutôt sur le partage du butin. Comme je le disais tout à l'heure, sur le stade ambre, donc les stades traditionnels, on serait à travail égal, salaire égal. Sur le stade orange, on sera sur des primes individuelles, alors que sur le stade vert, on va privilégier les primes collectives. Voilà, donc ceci étant dit, on a nos modèles. Maintenant, on peut regarder un petit peu plus près aussi ce qui nous amène à évoluer, à changer dans nos organisations. Donc, notre contexte est peut-être accéléré encore depuis les années, le début des années 2010,
après les crises des subprimes, enfin en tout cas depuis une petite quinzaine d'années, on voit bien que tous les ans on a quelque chose. On a eu les crises de Covid également. Là aujourd'hui on a la guerre en Ukraine. Quand on va chez nos clients qui ont des entreprises et puis nous-mêmes nous percevons, on voit bien que c'est très compliqué pour tout ce qui tourne autour de l'achat des matières premières, avec une volatilité de celles-ci qui peut faire passer un produit essentiel pour l'entreprise pour produire du simple au double d'une semaine à l'autre. On voit bien que finalement, aujourd'hui, le changement n'est plus du tout conjoncturel. De temps en temps, on a des changements. Non, maintenant, le changement, il est structurel. Donc, il y a un véritable enjeu aujourd'hui à acquérir et à développer au sein des équipes une capacité à s'adapter avec agilité, à changer rapidement, à se reconfigurer rapidement. Donc, une montée de la complexité que je viens d'évoquer, une montée de l'incertitude également évoquée ici, et puis également depuis ce qu'on connaît, qu'on a vu progressivement arriver depuis les années 90, le développement du digital qui est de plus en plus présent et marqué dans nos vies, et plus particulièrement ces 10 dernières années. Donc, on a une baisse de la prévisibilité des phénomènes économiques, l'augmentation des changements qui sont imposés et finalement qu'on n'a pas demandé. Enfin, vous me direz, c'est assez rare qu'on demande un changement particulier, mais parfois on prend la main. Pour le coup, là, c'est rarement le cas ces dernières années. L'invalidité également des modèles traditionnels de management, où finalement on s'aperçoit qu'on a des attentes qui sont tout autres aujourd'hui, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. On a affaire à des collaborateurs qui ont l'habitude de s'exprimer librement d'égal à égal sur les réseaux sociaux. Quelque part, ils transfèrent ces comportements dans les organisations et voudraient parler de tout avec tout le monde, de tous les sujets, et être impliqué sur tous les sujets potentiellement dans les organisations. D'un point de vue de l'apprentissage également, il y a un changement de priorité. Longtemps, on a été, et on continue à l'être malgré tout, sur une évolution et un développement des compétences, mais on s'aperçoit que développer des compétences dans l'organisation, c'est pas toujours aligné avec l'échelle temps qui est celle de l'organisation pour lesquelles il y a beaucoup de changements. Et développer des compétences, c'est parfois relativement long. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, si on le voit bien sur le plan de l'éducation nationale, aujourd'hui, il y a une forte orientation il y a un fort accent qui est mis sur le développement des capacités qui sont liées à l'action, donc à l'apprentissage, et donc de façon, encore une fois, assez itérative, dans un mode un petit peu de design thinking ou lean startup, un petit peu. On est sur du test and learn, on prend de nouvelles compétences, un nouveau thème, on teste, on essaye de s'améliorer, et par itération, petit à petit, on essaye de se développer et de développer des capacités à agir finalement. Donc, dans ce contexte qui est le nôtre, en fait, on voit que quand on s'organise, si on se rappelle qu'une organisation, c'est un triptyque de personnes, des êtres humains, donc, qui vont se réunir, qui vont s'organiser, qui vont se structurer pour atteindre un objectif commun. Donc, on a un triptyque homme, structure, objectif. Et à chaque fois qu'on essaye de s'organiser, que ce soit pour une association, pour partir en vacances ou pour travailler, finalement, on s'organise pour essayer de trouver le bon mode de fonctionnement qui soit le plus efficace possible. Longtemps, on a recherché l'efficacité par la standardisation, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les modèles rouges et les modèles ambre, où, pour le coup, on était dans des environnements prévisibles. On pouvait faire des plans à 7 ans, peut-être même à 5 ans, ce qui est moins possible aujourd'hui. On avait des besoins d'industrialisation. On était sur un mode de standardisation des tâches. On avait un découpage très fin des tâches élémentaires. Et la question n'était pas forcément de comprendre ce qu'il y avait à faire, mais plutôt d'exécuter. Donc, si on vient à l'ancienne image du taylorisme, avec les cols blancs qui conçoivent et les cols bleus qui exécutent, qui est un peu caricatural aujourd'hui, mais enfin, qui participe encore quand même à certains réflexes dans les organisations.
Donc, on était sur une hyperspécialisation, finalement une organisation traditionnelle qui servait bien ce mode-là, hein, des organisations plutôt mécanistes, dites en silo, avec un certain nombre de niveaux hiérarchiques, des structures dites pyramidales, mais on le voit bien maintenant depuis 10 ans, ces structures-là, dès qu'elles sont confrontées au changement, ont beaucoup de mal à bouger, hein, sont assez monolithiques. Et il y a une tendance qui évolue aujourd'hui, hein, et un besoin qui est prégnant aujourd'hui, c'est de rechercher une efficacité qui est basée sur l'adaptabilité. Pourquoi? Parce que, pour le coup, nous sommes dans des environnements véritablement incertains aujourd'hui. Hein. Je vous disais que les changements n'étaient plus conjoncturels, mais structurels. Hein. On est en permanence confronté à des changements imposés. Et donc, du coup, on a besoin d'agilité dans les organisations, dans les équipes, pour rapidement se reconfigurer. Rapidement se reconfigurer, faire preuve d'agilité, c'est aussi répondre aux attentes de nos clients internes et externes qui ne demandent plus aujourd'hui des produits standards, mais qui demandent des produits, des services qui sont adaptés à leurs besoins réels et donc sur mesure, donc qui complexifient quelque part les phases de production. Donc, du coup, on recherche beaucoup de polyvalence aujourd'hui, mais amener de la polyvalence dans les organisations, c'est long aussi, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, du coup, se contenter de développer des compétences, c'est plus suffisant. Maintenant, il faut développer des capacités à faire et développer de la polyvalence. C'est quelque part s'assurer de pouvoir évoluer dans des organisations modernes qui sont dites organiques, hein, fractales, et ce sont les organisations que nous voyons de plus en plus se mettre en place aujourd'hui en équipe ou en réseau. Alors, on ne passe pas de l'un à l'autre. Hein, une organisation, c'est pas si manichéen que cela, et on verra que c'est pas si simple que cela. Ceci dit, il y a un fort souhait aujourd'hui pour pouvoir faire face aux changements et pouvoir se reconfigurer rapidement, d'avoir des structures en équipe ou en réseau qui bougent rapidement et qui finalement sont plus à même aujourd'hui d'appréhender les changements de notre organisation. Donc, dans cette perspective et en suivant le modèle un petit peu de la spirale dynamique, Frédéric Laloux nous propose cette évolution également vers une organisation qui est dite opale, hein, pour passer d'une organisation qui est dite mécanique ou mécaniste, donc avec des structures pyramidales, avec une complexité qui est finalement relativement faible, hein, même si c'est un certain niveau, un nombre de niveaux hiérarchiques, un mode opale qui représenterait plus une dimension, une organisation qui ressemblerait à un écosystème plutôt vivant, plutôt labile, hein, qui bouge beaucoup et qui est finalement qui génère une complexité qui est élevée. Cette organisation opale qui est expérimentée aujourd'hui, hein, dans un certain nombre d'organisations, hein, si on s'intéresse un petit peu à Gore-Tex, par exemple, qui a mis en place ce type d'organisation déjà depuis un certain nombre d'années, en fait, on va avoir des grandes avancées dans ces organisations, notamment l'autogouvernance. Alors, l'autogouvernance, c'est pas laisser tout faire à tout prix dans tous les sens, c'est trouver finalement une voie moyenne entre le consensus de l'équipe, de tous, et l'action unilatérale d'un chef. Donc, on rejette le consensus de tous, on rejette l'action unilatérale d'un chef. Et donc, l'idée, c'est de se trouver et trouver la bonne dose pour se trouver dans ce schéma-là où on va pouvoir co-décider et s'assurer que dans la mise en œuvre, dans l'exécution, on est plutôt bon. Il y a une avancée également qui est la plénitude, et nous, on le voit clairement aujourd'hui dans les organisations, et ça a été amplifié avec le Covid aussi, c'est cette notion dite de plénitude. Hein, auparavant, on arrivait avec un faciès, une manière, une posture professionnelle, et on laissait le personnel à la maison. Aujourd'hui, on attend dans les organisations que l'on vienne au travail comme on est à la maison quelque part, et qu'il n'y ait pas deux personnes entre le domicile et puis le travail. Et également, il y a une raison d'être dite évolutive, c'est-à-dire que on s'aperçoit bien que dans un contexte
qui est extrêmement changeant, et bien finalement, la raison d'être du groupe qui se constitue va évoluer au fil des changements et elle s'enrichit, elle est émergente et elle s'enrichit de la prise en compte de son environnement. Voilà. Donc pour cette entrée en matière, on voit que globalement, on a une évolution petit à petit de ces différents modes d'organisation qui ne sont pas toujours volontaristes, hein, ce ne sont pas forcément des changements délibérés, ce sont des changements qui sont souvent émergents, qui sont liés à la confrontation des organisations et des équipes à leur environnement. Hein, je me prends volontiers le mot d'organisation pour pas qu'on pense entreprise. Hein. Déjà, on peut parler des entreprises privées, mais on peut parler des associations, on peut parler du secteur public. Mais ce qui est intéressant surtout, hein, c'est qu'il y a organisation, encore une fois, à partir du moment où il y a des personnes qui se structurent pour atteindre des objectifs communs. Donc, une unité, un service, une équipe en soi, ça constitue une organisation. Ceci dit, pour pouvoir évoluer dans ces différents modes d'organisation, il est vraiment essentiel de briser les mythes et les croyances qui sont quelque part l'héritage du management des dernières décennies. Et c'est des croyances qui nous ont assuré, hein, parfois qui ont été les règles qui étaient les nôtres lorsque nous rentrions dans les organisations. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui changent. La première des choses, c'est finalement, et on l'a vu ces 2 dernières années, c'est de réinventer le temps et l'espace de travail et finalement de réhabiliter une valeur travail pour s'assurer finalement qu'on puisse performer dans le temps. Donc, pour cela, et là, on le voit encore, hein, lorsqu'on est dans des organisations, dans des secteurs d'activité où il y a un certain nombre de croyances qui disent que finalement, il faut travailler beaucoup et longtemps pour être efficace. Là, déjà, c'est un premier des mythes à casser. C'est celui-ci, c'est que il n'est pas forcément dit qu'en travaillant beaucoup et longtemps, on soit beaucoup plus efficace finalement. L'autre mythe, mais qui s'est étiolé ces dernières années, c'est le mythe que travailler au bureau ou à l'usine est le seul espace de travail productif. Bon, on l'avait bien vu avec le télétravail, même si c'est à moduler, même si c'est à s'approprier petit à petit, qu'il est possible de le faire. Okay. Donc finalement, au fil du temps, et ce qui nous compte et ce qui importe aujourd'hui, c'est ce qui est fait et non où est-ce que les choses sont faites. Okay. Le deuxième point également, c'est d'évoluer dans ces différents modèles pour passer d'un mode standard d'industrialisation à un mode où on façonne à la main, où on fait du sur-mesure et finalement retrouver une forme de logique artisanale pour réhabiliter ce travail, sortir d'une logique d'uniformisation, d'une standardisation à la fois du temps et de l'espace, et de se dire que on délivre toujours le même produit à tout le monde. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus ça. Okay. Donc, quand on regarde un artisan, aujourd'hui, un artisan, il ne vend pas son temps. Il vend ce qu'il fait de son temps. Okay. Et finalement, c'est ce qui lui permet de rester maître de son destin. Et en fait, l'artisan, lui, il va là où il travaille, là où il est libre de ses mouvements, et finalement, il va être maître d'une effectivité, c'est maître de la qualité du produit qu'il va réaliser et qui va générer par une unité de rémunération. Donc le problème aujourd'hui, c'est de moins en moins, en tout cas, où ça sera de moins en moins un problème de productivité, c'est-à-dire la quantité produite par unité de temps, mais plutôt une logique, une problématique d'effectivité. C'est est-ce que la qualité qui est produite, elle est cohérente avec l'unité de rémunération qui est mise en face. Okay. Donc, on ne s'intéresse plus au temps passé à faire les choses, on s'intéresse à la qualité du produit ou du service
qui est réalisé. Encore une fois, un produit ou un service, pas forcément pour des clients externes, ça peut être pour des clients internes. Lorsqu'on est une fonction support dans une organisation, on doit, par exemple, dans une direction des services financiers, produire des tableaux de bord pour les autres services. Est-ce que ces tableaux de bord sont de qualité? Voilà. Le troisième élément contre lequel un petit peu est peut-être une croyance qu'il faut évoluer, qu'il faut faire évoluer, c'est la façon dont on évolue et le rapport au sens qui est donné au sein de l'équipe qui est la nôtre en tant que manager. Et donc, du coup, la nécessité pour un manager de changer d'intuition et d'intention. Et finalement, quand on voit qu'on évolue vers des structures qui sont de plus en plus en équipe, qui peuvent être transverses, qui ne sont pas forcément hiérarchiques, pour autant, on doit donner du sens à ceci. Et finalement, lorsque on développe des équipes autour d'un projet, que ce projet est très engagé et très engageant, qui développe et qui s'assoit sur des valeurs fortes, et bien finalement, on crée une cohésion forte. Et donc, on peut prendre cette image d'un réseau qui est presque une tribu, qui va peut-être se construire sur un temps et puis se délier sur un autre temps. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas tant le hiérarchique qui est le patron, s'il y en a un encore, qui est le patron de l'équipe, mais c'est le projet. C'est le projet et les valeurs qu'on y met qui guident, qui orientent et qui donnent finalement l'énergie qui est nécessaire à l'équipe. Également, il y a cette tendance aujourd'hui à une frugalité qui soit choisie, pas subie, mais vraiment choisie. On se rend bien compte aujourd'hui que ces fromages ou desserts, on ne peut pas tout prendre et on n'a pas accès à l'ensemble des ressources. On l'a connu déjà avec les premières crises pétrolières dans au milieu des années 70, début des années 70, mais aujourd'hui, c'est terriblement prégnant aujourd'hui. Donc, on sent bien qu'il est essentiel aujourd'hui d'être efficient et de pouvoir agir finalement et délivrer une certaine forme de qualité avec le minimum de ressources engagées possible. Et donc, le fait de revenir un petit peu au juste moyen pour la qualité désirée fait de nouveau émerger une forme de sens du sacré autour du travail, une sens du vital. Okay. Et finalement, puisque on sort un petit peu des logiques traditionnelles d'organisation où, comme dans les grandes organisations pyramidales, on avait comme socle de la stratégie la vision, les valeurs, et j'en passe, eh bien, finalement, il faut essayer de créer ce ciment autour de l'équipe pour l'amener, ou autour du réseau, pour l'amener à travailler ensemble. Nous, on sait de quoi on parle, puisqu'on travaille principalement en réseau chez Advances, avec des équipes constituées à la fois de tech, à la fois de designers, à la fois de consultants, de formateurs. Voilà, on a plusieurs disciplines et il est essentiel d'arriver à créer finalement une intention collective et que chacune de ces équipes s'approprie cette intention collective pour nous assurer que chacun ne travaille pas pour soi finalement avec ses propres objectifs et que nous générions au sein de ce réseau une performance qui s'inscrit dans le temps. Finalement, si on y regarde un petit peu de plus près par rapport à ces croyances, ces mythes, finalement, on voit petit à petit, on a vu petit à petit des formes d'espace de travail se développer, de formes très centralisées à des formes décentralisées, puis aujourd'hui des formes plus distribuées, et que finalement aujourd'hui, lorsqu'on manage au quotidien, on fait vivre des choses de façon mécanique, on s'inscrit dans un style mécanique, rationnel, qui est un héritage de l'ère moderne. Et il ne faut pas se mentir,
non plus, hein, dans les organisations, il y a toujours ce stade, cette étape, ce moment de la vie de l'organisation où on a des modes de réalisation qui sont finalement assez automatisés. Et c'est plutôt bien, hein, ça nous donne un certain nombre de routines, c'est plutôt important, puisque si on devait réfléchir sur chacun des gestes qu'on réalise au fil du temps, au fil des journées, on deviendrait dingue. Donc, voilà, on doit déjà cohabiter avec cet héritage, cette forme de division du travail, cette forme de division des tâches, de spécificité, des routines et des choses quotidiennes à réaliser. L'idée maintenant, ça va être de faire cohabiter ces deux moments où on est à la fois dans une forme de routine, dans une forme toujours d'héritage mécaniste, et ces moments où on va être dans un moment où on va faire appel au collectif, de ces moments où on va finalement s'appuyer sur l'intelligence collective pour pouvoir avancer. Et malgré tout, dans cet environnement-là, en effet d'être humain, on aura toujours des conflits. Et l'idée, c'est comment arbitrer justement ces éventuels conflits. Et ce qui nous permet d'introduire finalement l'idée, cette notion de manager paradoxal qui émerge aujourd'hui, et de la nécessité de développer cette compétence, cette vraie compétence, hein, pour le manager nouvelle génération du management des paradoxes. Alors, depuis le début de mon intervention, je suis un peu sur ce mode-là, hein. On est un peu sur les mots magiques, hein. Aujourd'hui, quand on écoute un petit peu toutes les thématiques qui tournent autour des RH, avec le Chief Happiness Officer et ainsi de suite, on est vraiment dans des injonctions qui sont lancées aux managers et où on leur dit il faut associer vos collaborateurs à la prise de décision, il faut être participatif, il faut être collaboratif, il faut co-construire. Alors, bien entendu, quand on regarde ces lignes et quand on regarde ces mots, personne ne conteste, hein. En tant que manager, on comprend bien, intellectuellement en tout cas, qu'il est important de connecter aujourd'hui les intelligences, de connecter les savoirs, mais on ne sait pas toujours bien comment et à quel moment. Et en fait, dans la vraie vie, le manager, finalement, il est confronté à différents types de situations. Des situations qui sont finalement relativement simples, où le manager, il sait avec certitude ce qu'il y a à faire. Il n'a pas besoin de l'adhésion du collectif. Donc là, on va être plutôt sur la mise en œuvre d'une solution. On est plutôt dans un processus d'exécution. Il n'y a pas de problème particulier. Et est-ce qu'il y a réellement matière à faire évoluer son management? À savoir, à voir. À certains moments, le manager, il est confronté à des sujets qui sont compliqués. Alors, il comprend bien le périmètre du sujet, hein, il sait tout ce qu'il y a à faire avec certitude, hein, comme construire par exemple un Airbus, hein. Ce sont des étapes aujourd'hui qui sont bien déclinées. Par contre, ça reste de toute façon la coordination d'un ensemble de collectifs qui permettra de construire l'Airbus. Ce n'est pas une équipe de 2 personnes, 3 personnes. Donc, on sait avec certitude ce qu'il y a à faire, mais on sent bien qu'on a besoin du collectif, de l'adhésion du collectif pour que ce qui est compliqué à faire soit réalisé. Et là, pour le coup, on est sur trouver une solution, hein, sur les résolutions de problèmes et voir potentiellement comment on va coordonner les réalisations. Et après, on peut être, en tant que manager, confronté à un sujet complexe. Un sujet qui est nouveau, et c'est ce à quoi le manager est de plus en plus confronté aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas avec certitude ce qu'il y a à faire, et dans le collectif, personne ne le sait réellement. Et donc là, il va falloir être dans une phase de créativité, une phase d'invention d'une solution, et là, on est plutôt dans un processus d'émergence. Donc, c'est très important aujourd'hui de retenir ces 3 moments de la vie du manager, où il est plutôt sur des moments où il va mettre en œuvre une solution, d'autres où il va devoir trouver des solutions, et d'autres où il va devoir inventer des solutions. Si on y regarde un petit peu, donc on parle un petit peu de l'ancien monde depuis tout à l'heure, où
si on regarde un petit peu l'organisation rouge, voire ambre, hein, on est sur des notions de pouvoir, de sanctions, de récompenses, de pyramide, on a parlé de silos, hein, de contrôle, de hiérarchie, de discipline, hein, d'objectifs, hein, management par objectif jusqu'au niveau orange, d'évaluation, et d'avoir tout un ordre qui permet de bien dérouler toute la chaîne de valeur qui nous amène à créer de la valeur économique au sein de l'organisation pour ses clients. Et en face, on nous met par injonction le nouveau monde 2.0, ou 3.0, ou 4.0, ou 5.0, je ne sais pas où on en est rendu, où en face, on doit avoir un manager coach qui développe et qui fasse évoluer ses équipes dans un environnement de coopération, qui soit facilitateur à côté des collaborateurs, la notion de communauté, de transversalité, de collaboration, de co-création, de co-construction, d'intelligence collective, d'innovation. En fait, nous, chez Advances, on a plutôt le sentiment que le vrai nouveau monde, en fait, c'est un mix des deux. C'est à la fois l'ancien monde et le nouveau monde. Et quand on est sur, comme on l'a vu tout à l'heure, mettre en œuvre une solution, je pense qu'on est plutôt dans des processus, dans des routines qui sont établies, et on est plus intéressé par l'exécution et le faire, et la quantité et la qualité qui va être produite, et donc on est plutôt dans le registre de l'ancien monde. Par contre, quand on aborde de la complexité, en tout cas aujourd'hui, hein, dans nos entreprises d'aujourd'hui, et nous, c'est ce que nous observons dans les entreprises, dans notre propre entreprise aujourd'hui, lorsque nous abordons nos problématiques complexes, eh bien là, il faut les aborder suivant le prisme du nouveau monde, en y mettant en place des compétences qui sont complètement différentes. Et c'est en ça que le management, finalement, le manager d'aujourd'hui est schizophrénique, entre guillemets, paradoxal, c'est qu'il va devoir basculer en permanence de ce mode ancien monde à ce mode nouveau monde. Le mode nouveau monde, finalement, en fait, dans certaines situations, on va s'apercevoir que, et on s'aperçoit aujourd'hui dans les organisations, qu'il est préférable de manager en mode hiérarchique, hein, et où on est sur le fameux command and control, hein, on fixe des objectifs, on commande, et on contrôle le résultat. Et dans d'autres situations, il va falloir mieux manager, il faudra mieux manager avec l'intelligence collective, et donc avec finalement une façon de faire, un savoir-être, un savoir-faire qui n'a rien à voir avec l'autre mode. Et du coup, on va se retrouver dans un changement de logique pour être du coup dans la co-construction. Nous, lorsque nous intervenons aujourd'hui dans nos organisations et lorsque nous vivons, nous arrivons à regarder notre organisation, c'est exactement ce qui se passe. On est dans des moments où on se fixe des objectifs, on regarde les réalisations, on contrôle les réalisations, et à d'autres moments, on est obligé de réunir des partenaires, des clients pour réfléchir à des problématiques pour lesquelles nous, seuls, chez Advances, on n'a pas forcément les réponses. Donc, on essaye de créer, de développer un management inclusif qui permet d'intégrer des populations. Alors, dans des organisations, ça peut être d'autres services, mais ça peut être également de faire appel à des partenaires, à des fournisseurs, à des clients pour co-construire les solutions de demain. Donc, le management paradoxal, c'est une véritable compétence. Hein. On a vu qu'en situation simple, on allait mettre en œuvre une solution, un processus d'exécution. Dans ce cadre-là, il faudra développer plutôt un management individuel en mode délégatif, quand c'est possible. Après, on va être confronté toujours à la nécessité de faire face aux situations et de faire face aux couples motivation et compétences qu'on verra tout à l'heure. Lorsqu'on doit trouver une solution pour les sujets compliqués, donc on est en phase de résolution de problèmes, là, on privilégiera, de notre point de vue, un management d'équipe en mode participatif et collaboratif. Alors lorsque nous devrons inventer une solution, un processus d'émergence, nous allons privilégier un management de l'intelligence collective pour co-construire une solution qui ne nous apparaît pas évidente aujourd'hui. Okay.
Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, pour en revenir un petit peu à ce modèle dominant qui est le leadership situationnel, hein, où le manager finalement va adapter son management à la compétence et à la motivation de ses collaborateurs. Hein. Vous connaissez probablement bien ce couple compétence-motivation qui nous permet de développer certains niveaux d'autonomie dans les équipes. Donc, ça, c'est un héritage du management d'hier, mais qui est encore utile et très utile aujourd'hui. C'est qu'on va développer pour des personnes qui sont sur une activité donnée. Hein, on n'aime pas dire qu'une personne n'est pas motivée en général ou n'est pas compétente en général. C'est toujours important de bien décliner la mission en activité, les activités potentiellement en tâches et de se concentrer sur des activités ou sur des tâches. Et si sur une tâche ou sur une activité, une personne n'a ni la compétence ni la motivation, bah là, on va privilégier, on sera en mode d'autonomie numéro 1, on va privilégier un style directif. Si la personne est motivée mais pas compétente, on privilégiera un style participatif. Si la personne a les compétences mais manque de motivation sur l'activité, on sera sur un mode plus explicatif, plus persuasif, hein, où on va beaucoup argumenter. Et lorsqu'on a une personne qui est à la fois compétente et motivée sur une activité, eh bien là, on va avoir l'opportunité de travailler la délégation. Donc, on voit bien que dans le manager paradoxal, d'un côté, on va continuer à exploiter les bons vieux outils du management 1.0 et continuer à regarder comment on va finalement décider, hein, fixer des objectifs. Après, on peut se poser la question de comment on construit ces objectifs. On peut imaginer qu'on puisse les co-construire. Ensuite, comment on va organiser le travail, comment on va passer à l'action, comment on va animer l'équipe et comment et quoi et qu'est-ce qu'on va contrôler. Et finalement, le manager paradoxal, comme on le voyait tout à l'heure, on garde ces basiques, mais le manager paradoxal, c'est finalement un management situationnel dans la complexité. Donc, à la fois, on va garder nos anciens outils, mais en même temps, on va regarder le bon mode de management en fonction de la situation. Est-ce qu'on développe un management qui est plutôt individuel pour les sujets simples? Est-ce qu'on développe un management participatif, donc pour les sujets compliqués? Et est-ce qu'on mobilise l'intelligence collective pour les sujets complexes? Okay. Donc, on a un certain nombre de compétences à acquérir que nous développons dans notre module de formation, qui sont déjà de comprendre les enjeux pour créer de l'agilité et de l'engagement auprès des équipes, de ne pas se perdre, puisqu'on voit beaucoup de managers aujourd'hui qui éteignent les feux, hein, qui font les pompiers, qui reçoivent peut-être 10, 15 coups de fil, 20 coups de fil par demi-journée de leurs équipes. Et eux, finalement, ils doivent bien faire la part des choses entre ce qui est important est urgent et vraiment d'être des gardiens de l'important et de l'essentiel et de rester focus sur ce qu'il y a à faire sur les objectifs. Également, ce qui va être important, ça va être de savoir accélérer et de sécuriser la prise de décision. Donc, on va voir que développer les workshops agiles, ça peut être une bonne façon de faire, surtout lorsque nous sommes en situation complexe. Et finalement, de co-construire les ateliers, de co-construire les réunions. Donc, nous allons terminer par le dernier bloc qu'on a choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est de passer en mode workshop agile. Passer en mode workshop agile, finalement, par rapport à un manager aujourd'hui qu'on peut qualifier de digital leader, les enjeux, ça va être d'apprivoiser les paradoxes qu'on vient d'évoquer. Finalement, de faire coexister ce management de l'intelligence collective avec le command and control, de faire se concilier planification et créativité, parce qu'il y a toujours un besoin à un certain moment de se projeter, de planifier, mais en même temps, il y a certains moments où on a besoin de créer, de faire émerger de nouvelles idées, de créer de la valeur durablement d'un côté, mais sans détruire de l'autre en étant trop rigide également, et d'engager les équipes sans nuire à la compétitivité, que ça ne devienne pas le bar du commerce, le café du commerce, où on crée, on imagine des idées, et l'enjeu est véritablement là, c'est qu'à ce moment, il va falloir rationaliser, il va falloir formaliser tout de suite après la créativité pour pouvoir s'assurer que ce que l'on a décidé et ce qu'on a imaginé de façon créative, on le met bien en œuvre.
Okay, et finalement, de combiner à la fois ces moments de management digital et les moments de management face-face pour augmenter l'efficacité collective globalement. Donc, ce management et ce qui est devenir finalement un manager digital leader, c'est de gérer ces paradoxes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons croisé les routes de grandes entreprises ou avons nous-mêmes été salariés de grandes entreprises, où on voit bien qu'aujourd'hui, l'entreprise elle est saturée de projets d'efficience, hein, de dématérialisation, d'accompagnement des risques psychosociaux, d'externalisation des fonctions support. Bon, là, on les a mis dans un ordre un petit peu large pour donner un point, mais il arrive un moment, tous ces sujets, tous ces projets qui sont mis pour augmenter la performance de l'organisation, il arrive un moment, on arrive à un point d'inflexion dans le temps où finalement les faits et tous ces chantiers ne vont plus contribuer à la performance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une autre solution qui est adaptée, c'est passer du macro-projet, des très grands projets finalement, au micro-management intégré, c'est-à-dire développer des phases de workshop agile et en utilisant un modèle qui a été utilisé dans un bouquin que je recommande, hein, qui est passé en mode workshop agile, qui est le modèle du pendule. Et où finalement, on va alterner lors d'ateliers, lors de workshops, des phases où on est en phase en haut de créativité, hein, où on est dans le social, dans la socialisation, on développe la motivation, le sens, la relation, l'ouverture, avec des phases où on va tout de suite converger, où on va formaliser, où on va intégrer les nouvelles idées dans les procédures, dans les processus, dans l'organisation, où on va regarder l'impact et la faisabilité en termes de coûts également, et pour essayer de développer une certaine forme d'efficience qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc, on sait bien que les phases et la créativité, ça fonctionne lorsqu'on alterne bien ces modes. Des moments où on crée, des moments où on diverge, où on lâche les idées, où on fait la purge, et des moments où on converge, où on formalise, on rationalise. Et donc, un bon mode pour nous aujourd'hui, c'est d'alterner ces phases d'efficience et ces phases de motivation pour pouvoir garder, mobiliser et engager les équipes autour des différents projets. Pourquoi finalement et dans quelles conditions et à quel moment on va utiliser ces workshops? Donc les workshops peuvent être utilisés notamment dans des phases où on a la nécessité de bâtir une vision, de bâtir un projet de transformation, de bâtir un plan d'action. Ces workshops ils peuvent être utilisés également dans les phases où on a besoin de mettre en œuvre ou d'améliorer. Donc, à la fois de travailler par exemple sur une innovation ou quand on est dans un stade où on recherche à améliorer de façon continue des façons de faire, des processus, ou pour régler des dysfonctionnements. Et enfin, également, on peut utiliser ces workshops. C'est une bonne occasion également de les utiliser pour renforcer le collectif, hein, donc pour renforcer la transversalité, hein, qui est jamais un mode de management simple, pour dynamiser l'équipe ou faire émerger une intention collective, un projet, un sens à donner à l'équipe, au groupe partagé qu'on évoquait tout à l'heure. Donc pour cela, il y a différentes familles d'ateliers qu'on peut utiliser, hein, qu'on parcourt dans notre parcours de formation. Ce sont les ateliers digitaux, hein, où on va pouvoir, par exemple, lancer un atelier boîte à idées, hein, où sur un sujet donné, on va brainstormer sur des idées de solutions possibles. Donc ceci, généralement, c'est intéressant de le faire sur des plateformes qui ont un tableau blanc digitalisé, ce qui permet de générer des post-it et tout de suite de les agglomérer en façon métaplan un petit peu pour regrouper les idées et donner du sens. Ça facilite le traitement après. Donc, dans les ateliers digitaux, on peut faire également des murs de commentaires, hein, avec Twitter par exemple, ou sur des Teams. On peut faire des buzzomètres également, aller prendre des applications qui permettent de voter sur telle ou telle idée de solution. Après, il y a des solutions intégrées qui permettent à la fois de générer des idées et puis de voter pour les idées.
assez intéressant. Donc, c'est assez facilitant aujourd'hui. C'est assez facilitant en présentiel parce que ça en facilite le traitement. Ça amène une autre façon de faire. Et puis, bien entendu, lorsqu'on travaille à distance, c'est très intéressant parce que ça permet de faire brainstormer, réfléchir des populations qui sont sur des sites distants. On peut également travailler sur des modes d'atelier agile avec des go-no-go, notamment lorsque nous sommes dans des phases itératives d'un projet, de savoir, après une itération, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue à investir ou est-ce qu'on arrête les investissements. Donc voilà, donc ce sont des ateliers qu'on propose. Des ateliers ligne également qui peuvent suivre par exemple une boîte à idées. Une fois qu'on a brainstormé sur des idées de solutions, on va les cartographier dans une matrice. Alors ça peut être digitalisé, mais ça peut être sur les posters également, comme on le fait. On va classer ces différentes idées de solutions en termes d'impact et de faisabilité, ce qui va nous permettre de prioriser et d'identifier les quick wins. Des ateliers d'e-millennium également où on va pouvoir, par itération, travailler en design thinking pour partir quelque part d'un sujet qui est un peu abscon et pour essayer de faire émerger des idées de solutions qui seront testées, prototypées et réévaluées. Des ateliers team building, donc où on peut faire construire des catapultes, on peut, différents sujets qui peuvent être travaillés, qu'on utilise aujourd'hui. On a un atelier aussi où on peut mettre toute une équipe assise sur une grande nappe. Et donc, c'est un atelier rafting, un petit peu qu'on appelle. Et puis, les personnes elles doivent retourner la nappe tout en restant sur la nappe. Donc, ce qui complique un petit peu, ça nous permet de voir un petit peu si les gens travaillent en équipe ou s'il y a des gens qui essayent de prendre la main seuls sans écouter les autres. Donc, c'est toujours intéressant pour développer la maturité du travail en équipe. L'atelier projet avec le speedboat, où on essaye de matérialiser sur un projet donné le point de départ, là où on voudrait arriver, ce qu'on appelle les ancres, qui seraient les freins, et puis les vents, qui seraient les opportunités, les forces à saisir pour pouvoir réaliser le projet. Et puis les ateliers d'intelligence collective, comme par exemple le Flash Codel, où une personne a une problématique, elle se met face à deux de ses pairs, elle exprime le projet, les personnes posent sur un temps donné très court des questions, la personne qui a la problématique va y répondre, les personnes qui sont en face vont faire une proposition ou deux ou trois de solutions, et finalement, la personne qui arrive avec ses problématiques fait un feedback en disant qu'elle va retenir telle solution, la tester, la mettre en œuvre. Donc, ça permet de co-développer rapidement sur des problématiques, et ça développe également le travail en équipe. Voilà. Donc, pour vraiment réussir ce type de workshop, il est important de trouver le juste équilibre entre un état d'esprit qui va être dynamique, donc que ce soit d'un point de vue personnel, mais également collectif. Donc, le fait de communiquer sans tabou, de permettre la catharsis, c'est-à-dire de se libérer complètement et d'enlever le poids et les freins qu'on a et qu'on peut avoir et qui peuvent nous empêcher de contribuer au collectif. Également, de développer la capacité individuelle et collective. Donc, il va falloir stimuler la créativité, parce qu'on n'est pas tous au même niveau en matière de créativité sur tous les sujets. Donc, à certains moments, ça s'anime bien. Il faut renforcer la cohésion du groupe également. Et puis, il faut que le rapport au sujet soit sérieux, mais à la fois détendu. Donc, c'est important d'utiliser l'humour et de prendre en compte les perceptions et les résistances que peuvent avoir les populations pour traiter un sujet. Et donc, un équilibre de tout ceci avec, bien entendu, le besoin d'objectiver, de formaliser, d'optimiser l'organisation, d'améliorer ce processus d'émergence, si on est en émergence, de s'assurer qu'on a bien une mémorisation des différents éléments et contenus qui ressortent, et bien sûr, donner la possibilité de mieux se projeter dans l'avenir. Voilà. Il faut vraiment que ces ateliers permettent d'ouvrir les yeux et permettent aux gens de converger et d'avoir un peu plus de sens sur ce qu'ils ont à faire pour les temps qui viennent.
Donc, en termes de posture, moi, je sais de quoi je parle. C'est pas toujours simple, hein. Bien sûr, il faut écouter, écouter, écouter. Il faut poser plutôt des questions ouvertes, plutôt des questions fermées. Bon, ça, on sait. Après, quand on est dans l'action, on ne le fait pas toujours. Essayer de rester au centre du débat et plutôt être dans la reformulation pour essayer de faire converger tout le monde, de valider avec le groupe que les points en cours qui sont traités, de réguler le groupe quand ça commence à diverger un petit peu, quand ça commence à digresser. Ce qui est important également, c'est d'observer ce qui se passe en termes de construction du groupe pour le redonner au groupe immédiatement. Hein. Lorsqu'on constate des comportements, il faut les partager, il faut les évoquer pour capitaliser dessus et puis pour faire grandir le groupe. Et ce qui est très important également, c'est de valoriser et remercier à la fin. Donc ça, c'est une bonne posture d'animation. Et on terminera sur les pièges à éviter. C'est de se laisser dépasser par le temps. Encore une fois, comme je disais à l'instant, de ne pas réguler les interventions qui sont inappropriées, hein, quand ça commence à digresser ou quand on a des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Ça aussi, c'est des travers. Moi, je sais, notamment dans l'animation que je peux avoir, hein, de vouloir apporter des solutions à la place des participants. Donc ça, il faut essayer de ne pas le faire. De donner plus d'importance à certaines idées. Hein. Donc nous, dans l'animation, on doit être relativement neutre, d'autant qu'on n'a pas forcément toujours les tenants et les aboutissants. Le fait d'oublier d'aller chercher l'avis des autres, de focaliser les tensions sur soi, hein, d'être au centre, mais trop au centre, et de vouloir aller trop vite aux solutions. Ça, ce qui est très important aussi. Hein. Si on n'a pas cette phase d'émergence, cette phase où on pose les idées au départ, c'est compliqué de bien comprendre la situation et c'est compliqué de construire des solutions solides pour la suite. Voilà, donc nous avons fait le tour de ces 4 grands thèmes, hein, l'organisation, tout ce qui concerne les mythes, les croyances, le manager paradoxal et puis les workshops agiles. Donc, ça fait partie des thématiques qui sont abordées. Donc, sur le temps d'une petite heure, on ne pouvait pas aller plus loin. J'espère que vous aurez passé un beau moment, que vous aurez saisi quelques idées. Et si vous voulez voir le replay, parce que vous n'avez pas besoin de prendre notes sur certains points, vous pouvez aller sur le site internet d'Advances dans la rubrique ressources webinaires. Donc, vous le retrouverez d'ici quelques jours. Autrement, si pour vous ou pour des clients ou pour votre entreprise ou autre, vous avez des questions sur notre parcours manager nouvelle génération, vous pouvez nous adresser un message à formation@advances.com. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt sur nos ondes. Au revoir.